Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et tous et merci d'assister à ce nouveau webinaire de l'instant partenaire de la FEDESAP consacré ce soir à la lutte contre la dénutrition. Je vais très rapidement passer la parole à Jérôme Saglier, qui est le président de la commission nutrition et portage de repas. Et je voulais profiter de cette très brève introduction pour remercier chaleureusement, dans un contexte un peu compliqué pour tous les acteurs mobilisés auprès des personnes âgées et handicapées, remercier la présence d'Agathe Reynaud-Simon et d'Éric Fontaine qui vont animer ce webinaire et que, encore une fois, je remercie, qui sont membres du collectif de lutte contre la dénutrition. Vous rappelez très brièvement le déroulé en deux temps, donc une présentation qui sera assurée par ces trois personnes et un temps de questions-réponses. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions en bas dans le petit onglet « Converser » et je me ferai le relais de vos questions. Voilà, très bon webinaire, posez des questions, participez, ça se veut interactif. Ce webinaire sera enregistré et relayé sur les réseaux sociaux de la FEDESAP. Jérôme, je te laisse la main et merci à tous, bon webinaire et à tout à l'heure pour les questions-réponses. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Oui, merci à Agathe Reynaud-Simon et à Éric Fontaine d'être là. Agathe et Éric sont les membres fondateurs du collectif de lutte contre la dénutrition, un sujet qui leur tient à cœur, issus tous les deux du monde hospitalier. Professeurs de médecine spécialisés dans la gériatrie et la nutrition, ils se présenteront. Éric Fontaine est le président fondateur du collectif et suivi de très très près ou même en même temps par Agathe Reynaud-Simon. Mais ils se présenteront après. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'alimentation, c'est un pilier essentiel du maintien à domicile. Et comme vous l'expliqueront nos intervenants, bien manger est essentiel pour limiter la dépendance et par voie de conséquence pour augmenter l'autonomie de nos personnes âgées et handicapées. En chiffres, aujourd'hui, la dénutrition, c'est 2 millions de personnes en France et on estime que 40% des personnes de plus de 70 ans qui sont hospitalisées sont pour des causes directes ou indirectes liées à la dénutrition. Donc un enjeu qui concerne directement l'ensemble de nos structures. C'est un enjeu crucial pour toutes les structures d'aide à domicile en termes de prévention. Alors pour bien manger, il faut bien entendu répondre à des besoins physiologiques, c'est-à-dire avoir une alimentation saine et équilibrée et avec des apports caloriques suffisants. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi répondre aux attentes culturelles, sociales, économiques et psychologiques. Je pense que nos deux intervenants en parleront tout à l'heure, mais c'est un contexte, c'est un lieu, c'est des habitudes, c'est des pratiques culturelles. On ne mange pas à Nice comme on mange à Lille. On ne mange pas de la même façon en fonction de son appartenance religieuse, historique, voilà. Donc, ces deux composantes sont essentielles pour favoriser le plaisir et donc l'appétit, parce que sans plaisir, il n'y a pas d'appétit, voilà. Donc, tout naturellement, la FEDESAP a décidé d'adhérer au collectif de lutte contre la dénutrition et souhaiter participer à cette première semaine nationale de la dénutrition organisée sous l'égide du ministère de la Santé. La commission FEDESAP Nutrition et portage de repas à domicile a donc proposé ce webinaire à destination des adhérents de la fédération pour que chaque dirigeant puisse, d'une part, sensibiliser et professionnaliser ses équipes autour de cette thématique, découvrir et mettre en place des outils simples de repérage de la dénutrition, favoriser une prévention du quotidien. Et puis, si vous le pouvez, chacun peut aussi proposer au niveau local de sa structure une action, une animation pendant la semaine qui se déroulera du 12 au 19 novembre autour de la lutte contre la dénutrition, action qui peut être labellisée par le collectif. Donc ça, c'est le collectif qui labellisera potentiellement les actions qui doivent être soumises et vous verrez, on vous expliquera, il y a un formulaire pour ça. Ce sujet concerne autant les structures spécialisées dans le portage de repas à domicile que les SAD qui interviennent au quotidien dans la préparation des repas à domicile. Pour mémoire, la commission de portage, dont est issue, regroupe 11 membres, se réunit au minimum une fois par mois et travaille à sensibiliser les décideurs locaux et nationaux aux enjeux de l'alimentation dans un processus de maintien à domicile, au rôle que peut avoir le portage de repas à domicile dans cette approche. Professionnaliser et structurer la filière de portage de repas à domicile
autour des formations, de la certification, des systèmes d'information, d'une démarche éco-responsable, comment on peut s'introduire. Voilà. Voilà globalement le rôle de la commission, voilà le but de ce séminaire. Je propose de laisser la parole à nos intervenants. Qui est-ce qui commence? Eric, Agathe? Eric. Voilà. Merci. Et il y aura un jeu de questions-réponses, donc n'hésitez pas à la fin de l'intervention d'Eric et d'Agathe à poser vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis le professeur Éric Fontaine, je suis médecin nutritionniste au CHU de Grenoble. Je m'occupe d'une unité de nutrition artificielle. Et finalement, ce n'est pas forcément de ça dont je vais vous parler. Et puis, je suis aussi chercheur à l'INSERM. Alors, la question en fait qu'on va essayer d'aborder de manière très simple, j'espère, parce que ça peut être compliqué. Donc, j'ai simplifié. Qui dit simplifier dit de temps en temps un peu prendre des libertés. Mais je pense que dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est quoi la dénutrition? Alors, la dénutrition, alors si ça passe pas, pourquoi ça passe pas? Alors, hop, là, voilà. Alors la question, c'est qu'on va essayer à quelle de répondre, c'est finalement on se dit, ok, Jérôme vient vous dire, il faut manger. Alors vous connaissez l'adage, hein, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Encore que la deuxième partie est tout à fait discutable, mais la première, elle est sûre et certaine. Mais en fait, c'est pourquoi on a besoin de manger. Alors, je vous ai mis ces deux photos pour essayer de comprendre. Ici, je vous ai mis une maison qu'on est en train de bâtir. Et pour bâtir la maison, il faut des pièces, il faut des briques pour les murs, il faut du bois pour le toit. Enfin, il faut plein de pièces différentes. Donc, on va appeler le côté des briques. Et ces briques, quand on se construit, quand on est en train de grandir, mais aussi quand on est constamment tous les jours en train de se réparer, il faut qu'on apporte ces briques parce qu'il n'y a pas d'autre manière qu'elles rentrent dans le corps que par l'alimentation. Et puis, une fois que la maison elle est construite, et pendant qu'elle se construit, il faut aussi qu'il y ait l'eau, l'électricité, le chauffage. Et là, je vous ai mis un chauffage pour le côté, on va dire, calorique. Hein. Donc, il faut bien comprendre que la nutrition doit apporter deux choses, de l'énergie, et c'est le feu ici, c'est la chaleur, et des briques pour se construire. Et là-dedans, on mettra un certain nombre de choses, mais notamment les protéines, notamment les vitamines et les oligo-éléments. Donc, une nutrition équilibrée, c'est tout ça. C'est et de la chaleur et des briques. Alors, quand on ne mange pas assez, à la fin, on peut mourir. Et j'ai toujours cette phrase un peu violente, mais qui malheureusement est vraie, maigrir, c'est mourir. Et je vous donne juste un exemple de notre histoire qu'on connaît peu parce qu'elle n'est pas glorieuse. Mais durant la dernière guerre mondiale, dans les hôpitaux psychiatriques en France, on a choisi de ne pas nourrir les malades mentaux. Donc, on ne les a pas exterminés comme ont pu faire les médecins nazis, mais on les a juste laissés mourir de faim. Et si vous voulez vous renseigner là-dessus, vous tapez dans Wikipédia extermination douce et vous verrez un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore de cette histoire qui évidemment n'est pas glorieuse. Donc, on peut parfaitement mourir si on ne mange pas assez. Et là, la photo que je vous montre, c'est un autre slogan qu'on a, c'est la faim tue. Alors, vous voyez ici un animal qui est mort de faim. Pourquoi je vous montre ça? Pour que vous compreniez bien qu'il est mort de faim, mais bien sûr qu'il est extrêmement maigre. Hein. Vous avez bien vu qu'on voit les côtes de ce pauvre cheval. Mais si vous analysez sa carcasse, il restera encore des muscles, il restera encore des organes, il restera probablement encore un peu par-ci, par-là, des réserves de graisse, même si elles seront très faibles. Et donc, il faut bien comprendre que l'animal va mourir de dénutrition, alors qu'entre guillemets, il lui reste des réserves, on reviendra là-dessus. Donc ça, c'est quand un animal n'a pas à manger, et ça, c'est quand un homme, dans le cas présent, ne mange plus assez. Hein, et donc c'est pour ça qu'on dit la faim tue, mais l'absence de faim aussi. Donc la diminution de l'appétit est quelque chose qui potentiellement peut être ultra dangereux. Alors là, je vous montre un malade qui est multi-opéré, hein, donc il est évidemment dans un état de cachexie, on va dire, et que l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre qu'il ne faut pas en arriver là et qu'il faut faire le diagnostic ou alerter pour vérifier si nos angoisses sont justes, alerter bien avant qu'on arrive dans des situations comme celle-là. Alors, il y a un truc à comprendre, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ça. C'est l'idée que si vous avez une voiture, vous allez vous dire, je vais tomber en panne d'essence quand il n'y a plus d'essence. Et en fait, la dénutrition, on a des réserves dans le corps, on a des réserves de muscles, on a des réserves de graisse. Mais en fait, le décès
survient quand on a perdu la moitié, globalement, des réserves de muscles. Donc, il faut bien comprendre que la gravité de la dénutrition, c'est un petit peu comme si vous rouliez avec une voiture, vous dites, oh, c'est bon, j'ai la moitié du plein, puis en fait, vous tombez en panne d'essence. Vous dites, c'est bizarre, ce truc-là, je ne comprends pas comment ça marche. Alors, il n'y a rien à comprendre, c'est un fait, c'est comme ça. Quand on perd la moitié de ses muscles, eh bien, on va mourir. En règle générale, on meurt d'une infection. Alors, pourquoi? Alors, j'essaie de faire ce graphique-là, qui est un graphique théorique, hein, et on va parler du réservoir, en fait, que j'appelle le réservoir musculaire. Vous avez ici, en bleu, les réserves de graisse qu'un individu normal a. Ici, en rouge, les réserves de muscles. Et ici, en rose, les réserves de sucre, pour faire simple, hein, ce qu'on appelle le glycogène. Vous voyez tout de suite que des réserves de sucre, en fait, il n'y en a pas, et que quand on va moins manger ou quand on va plus manger, on va consommer d'autres réserves. Et la réserve qu'on va consommer en premier, bien sûr, c'est la graisse. Donc, les gens vont maigrir, mais là, c'est parfait, on est plutôt fait pour ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas perdre de la graisse sans perdre du muscle. Et que ce qui se passe, c'est qu'il arrive un moment, on a perdu la moitié du muscle, c'est ce que je vous ai mis ici, le seuil théorique de décès. Et quand on part, on est maigre, eh ben, on voit apparaître la maigreur, on voit la photo comme je vous ai montré tout à l'heure, ce pauvre monsieur avec la peau sur les os. Mais ici, je vous ai imaginé un malade plutôt enrobé, vraiment pas très gros, hein, mais avec 2 fois plus de graisse que celui-là. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que lui, il va perdre de la graisse à la même vitesse, hein, tout ça est un peu artificiel, mais vous voyez qu'on va toucher le seuil théorique du décès alors qu'il restera beaucoup de graisse. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est toute la difficulté, c'est que ce qu'il faut s'acharner à dépister, c'est la perte de muscle et qu'on peut être dénutri, voire même mourir de dénutrition tout en étant obèse. Donc là, il y a un paradoxe et ce paradoxe, il faut l'assumer complètement, il faut bien le comprendre. La dénutrition, c'est la perte de muscle, même si autour du muscle, il y a encore beaucoup de graisse. Et c'est bien pour ça que c'est difficile, parce que quand les gens sont tout maigres, il n'y a pas besoin de faire des études de médecine pour dire qu'ils sont dénutris, ça saute aux yeux. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est bien ici, je vous ai mis une image de cuisse, ce qu'on appelle en IRM. Hein. Ici, vous avez le muscle de cette personne, et là, vous avez la graisse qu'il y a autour, puis au milieu, là, c'est l'os. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que dans la graisse, il y a notre énergie, et que dans nos muscles, il y a nos défenses, notamment les défenses immunitaires et puis aussi les défenses pour se déplacer, pour ne pas tomber. Agathe rebondira probablement là-dessus tout à l'heure pour la personne âgée. Et donc, le pronostic de la dénutrition, il est essentiellement à la quantité de muscles qui reste. Et quand il ne reste pas assez de muscles, eh ben, ça se passe mal. Alors, ce qui se passe avec l'âge, c'est que normalement, sans le faire exprès, on a tendance à perdre du muscle. Ici, vous voyez une personne jeune, ici une personne un peu plus âgée. Ils ont le même poids, ils ont la même taille, ils ont dans notre jargon ce qu'on appelle le même index de masse corporelle, mais progressivement, avec le vieillissement, ils ont perdu des muscles. C'est pour ça que les personnes âgées, on les aime mieux quand elles sont un petit peu plus enrobées, parce que même enrobées, elles ont moins de muscles quand elles sont jeunes et toutes maigres. Donc ça, c'est quelque chose aussi de bien intégré, notamment si vous vous occupez d'une personne âgée. Alors là, je vous ai mis un truc pour vous faire comprendre le problème du poids et le problème de l'eau. Ici, je vous ai mis une pomme de terre qui est crue, et dans une pomme de terre crue, il y a ici la pomme de terre en flocons, c'est-à-dire là, c'est entre guillemets une purée de mousseline. Hein. Donc là, c'est des glucides, c'est des sucres, hein, et il y a 3,6 kilocalories par gramme de cette farine-là. Et puis, cette farine-là, au début, elle était sous cette forme de pomme de terre. Et dans la pomme de terre, vous savez qu'il y a de l'eau. Et comme l'eau, ça prend beaucoup de poids, et bien dans 1 gramme de pomme de terre, il n'y a pas 4 grammes de calories, mais il y a 0,85. Donc, presque 4 fois moins. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que la même chose avec un muscle, ça ne parle pas. Parce que si je vous montre un muscle d'un côté puis des protéines de l'autre, vous ne faites pas l'association, mais c'est l'idée. Là, je vous montre une pomme de terre avec de l'eau et sans eau. Il faut imaginer le muscle avec de l'eau et sans eau. Et pourquoi c'est important? Parce que dans de la graisse, donc dans nos graisses à nous, on a 9 kilocalories par gramme. Donc, quand vous perdez 1 gramme de graisse, c'est que vous avez consommé 9 kilocalories. Alors que quand vous perdez 1 gramme de muscle,
comme le muscle, il y a de l'eau aussi. En fait, dans 1 gramme de muscle, il y a à peu près 1 calorie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle on maigrit va nous indiquer, si on maigrit vite, que ce qu'on perd, c'est du muscle. Pourquoi? Parce que, justement, il y a peu de calories par gramme, alors qu'il y en a beaucoup dans la graisse. Et donc, quand on perd 1 kg de graisse, il faut consommer 9000 calories par jour, enfin 9000 calories, excusez-moi. Et alors, pour vous donner une idée, des gens normaux en pleine forme, ils consomment plutôt 2000 à 2500 kilocalories par jour. Et donc, vous voyez qu'il ne faudrait pas manger et globalement, même en ne mangeant pas, on peut difficilement perdre 1 kilo en moins que 4-5 jours. Alors que si on perd 1 kilo de muscle, bah, c'est que 1000 calories et ça, c'est très facile à perdre. Et perdre 1 kilo par jour, c'est quelque chose qui s'observe, en tout cas chez nous à l'hôpital quand les malades sont très graves ou quand on fait des régimes stupides. Mais ça veut bien dire que quand on perd 1 kilo par jour, on ne peut perdre, ou très majoritairement, on perd du muscle. C'est la raison pour laquelle la chose à laquelle il faut s'attacher quand on veut diagnostiquer la dénutrition, c'est la vitesse à laquelle les gens maigrissent. Une personne de votre entourage ou une personne dont vous vous occupez, dont vous avez la charge, qui maigrit vite est une personne qui perd du muscle et donc qui est en train de se dénutrir et qui va finir dénutri. C'est vraiment ça qui est important. Ça veut dire aussi qu'il faut peser les gens, qu'il faut noter le poids et qu'il faut alerter quand les gens perdent du poids, notamment quand la perte de poids elle est rapide. Alors le poids, c'est toujours un problème, en tout cas dans les hôpitaux. Hein. Les gens normaux, ils peuvent se mettre sur une balance. Les gens qui ont du mal à se tenir debout, on a ce type de chaises pesées. Hein. Et puis quand ils ne peuvent pas s'asseoir, on a des pales en balance. Donc à l'hôpital, on est en théorie, je dis bien en théorie, parce que dans la pratique, ce n'est pas toujours fait, on est en théorie capable de peser tout le monde, sauf les gens qui ont des fractures et qu'on ne peut pas bouger. Donc le poids, c'est toujours important de l'obtenir et il faut vous débrouiller d'une manière ou d'une autre pour l'obtenir. Chez les gens qui s'occupent de patients handicapés, il y en a certains qui sont maigres, d'autres qui sont à l'opposé plutôt obèses. Chez les très maigres, ce qui est faisable, c'est de prendre un aidant qui est plutôt costaud et qui porte la personne handicapée quand elle est légère, puis il se pèse il se pèse sans, il fait la soustraction. C'est des petits moyens, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est vraiment fondamental. Si on n'a pas le poids, on ne peut rien dire. Il faut être clair. Ça, c'est juste pour vous expliquer les causes de l'amaigrissement. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine très compliqué, mais quand on maigrit, c'est soit parce qu'on ne mange pas assez, soit parce qu'on consomme trop. Et dans notre jargon, ça s'appelle la diminution des ingestats. Avec les mots de tous les jours, ça veut dire une perte de l'appétit, ça veut dire qu'on mange moins. C'est de loin la cause la plus fréquente. Et à la maison, c'est vraiment celle qu'il faut rechercher. Il faut vraiment s'intéresser à ce que mangent les individus, s'ils mangent suffisamment ou s'ils mangent moins qu'avant. Après, je vais aller vite parce que c'est des choses rares, c'est des maladies rares. C'est ici la malabsorption, c'est l'intestin qui ne fonctionne pas bien. Les gens mangent, mais la digestion ne se fait pas bien. Ici, c'est quand les gens dépensent beaucoup de calories. Pour faire très simple, il faut faire beaucoup de sport pour augmenter la dépense. Et quand on fait beaucoup de sport, en règle générale, on n'est jamais dénutri, on est en pleine santé. Et puis ici, c'est des pertes caloriques, c'est quand le corps perd des calories. La chose la plus fréquente, c'est le diabète. Quand les gens en fait, ont un diabète déséquilibré, ils perdent du glucose, on dit du sucre, mais c'est du glucose, dans les urines. Et donc, c'est bien des choses qu'ils ont mangées, mais en fait, ils les perdent bêtement dans les urines. Mais globalement, pour faire très, très simple, la cause la plus fréquente, c'est celle-là, c'est la perte d'appétit. Sachant qu'on peut avoir plusieurs choses en même temps. Mais retenez que là aussi, la deuxième chose à laquelle il faut être attentif, le poids d'un côté et ce que les gens mangent. Alors, le diagnostic de la dénutrition, je vais vous dire un petit peu ce que c'est. Il a été fait récemment, il a été fait par la Haute Autorité de Santé et par la Fédération Française de Nutrition. Je vais aller vite là-dessus. C'est quoi les critères? C'est quand on a perdu du poids. Alors, il faut des seuils, il faut toujours des trucs pour qu'on puisse à peu près comprendre. Alors, les seuils, ils valent ce qu'ils valent, mais il y a plusieurs choses. Alors, retenez bien, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Il en suffit d'un pour dire attention, on est dénutri.
Alors, la perte de poids, si elle est plus de 5% en un mois. 5% pour quelqu'un qui fait 80 kilos, c'est 4 kilos. Donc, il faisait 80 kilos, il en fait 76. Si vous le connaissez bien, vous verrez qu'il a perdu des joues, il se passe quelque chose, mais quand même, il n'a pas la peau sur les os. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est 5% en un mois, ou c'est 10% en 6 mois, ou pour les gens qui ont une maladie chronique, par exemple un cancer, puis ils sont quand même à la maison, c'est 10% par rapport à avant la maladie. Donc c'est l'un de ceux-là. Ou alors, s'ils sont maigres, on n'a pas perçu qu'ils avaient maigri, mais ils sont maigres. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un index de masse corporelle inférieur à 18,5 pour les jeunes et c'est 21 pour les plus de 70 ans. Alors l'index de masse corporelle, c'est facile à faire, même avec une calculette. En fait, vous prenez le poids de l'individu en kilos, puis vous le divisez par sa taille en mètres, et puis vous redivisez par sa taille en mètres. 70 kilos, il fait 1,70 m, bah vous divisez 70 par 1,7 et divisé par 1,7. Et vous obtenez un chiffre, et si ce chiffre il est inférieur à 18,5 chez les jeunes et 21 après 70 ans, le patient est dénutri. Et puis, il y a des choses plus compliquées à faire, mais certaines sont simples. C'est la réduction de la masse musculaire et de la fonction. Je vais vous donner 2-3 exemples, mais le plus simple, c'est de regarder la vitesse à laquelle les gens marchent. S'ils peuvent marcher, évidemment, s'ils n'ont pas des problèmes d'arthrose, enfin, des problèmes mécaniques qui peuvent limiter ça. Et par exemple, vous voyez, vous les faites marcher pendant 10 mètres et il faut qu'ils fassent les 10 mètres. Alors évidemment, il faut un petit chronomètre et il faut qu'ils fassent ces 10 mètres en moins de 8 secondes. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vous voyez que là aussi, à la maison, si vous avez la possibilité, c'est quelque chose, c'est un dépistage relativement faisable. Il faut quand même se donner un petit peu, enfin, il faut mesurer 10 mètres et puis il faut un chronomètre, ou sinon vous avez 5 mètres et 5 mètres, ben, c'est en 4 secondes. Alors, combien il y a de dénutris en France? On vous l'a dit déjà tout à l'heure. Ça, vous voyez, c'est l'ancienne ministre de la Santé qui nous dit, et on est bien content qu'elle confirme nos chiffres, il y a 2 millions de personnes dénutries en France. Donc, c'est forcé que dans les personnes dont vous vous occupez, il y a des personnes dénutries. C'est quelque chose, c'est pas possible autrement, quoi. Le problème, c'est que vous n'en avez peut-être pas conscience et l'objectif, c'est de vous en faire prendre conscience pour qu'on puisse prendre en charge ces personnes. Alors, il y a des conséquences graves à la dénutrition. Je vais essayer juste de vous expliquer ce type de schémas qui sont des schémas typiquement médecins. Ici, c'est le pourcentage de personnes qui sont vivantes et puis on regarde en fonction du temps. Et en fonction du temps et des maladies, ici, c'est des gens qui ont des cancers importants. Quand ça baisse, c'est des gens, chaque fois que ça baisse, c'est des gens qui meurent. Et là, vous voyez que ce cancer, il tue quand même pas mal, mais ça, c'est quand ils sont dénutris. Ici, dans cette courbe-là noire, qui n'est pas pointillée, c'est les mêmes personnes, enfin les mêmes personnes, le même type de personnes, mais qui ne sont pas dénutries. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que quand on a une maladie grave et une dénutrition, on va mourir encore plus vite de sa maladie grave et ou de sa dénutrition, parce qu'on va mourir plus vite que quand on n'est pas dénutri. Ça, c'est alors des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Je vous ai mis juste celui-là. Et puis, il y a un traitement qui est efficace. Maintenant, vous connaissez ce principe. Oui, on compte les morts et les vivants. Là, c'est un exemple de patients qui ont une insuffisance respiratoire et qu'on arrive à améliorer leur état nutritionnel en les faisant manger mieux, en faisant de la kiné, en faisant de l'activité physique. Et vous voyez ici, ceux qui le font bien, dans ce groupe-là, ils meurent moins que dans ce groupe-là. Donc, en gros, retenez que c'est grave, c'est fréquent, mais qu'il y a des traitements qui peuvent être efficaces. Il n'y a aucune maladie qu'on guérit à 100%, mais en tout cas, il y a des traitements qui sont efficaces. Et quand la dénutrition, elle ne tue pas, elle a plein d'autres conséquences. Ici, c'est le nombre d'infections quand les patients sont hospitalisés. Ça s'appelle dans notre jargon les infections nosocomiales. Et là, vous voyez que quand il n'y a pas de dénutrition, il y en a beaucoup moins. Quand il y a une dénutrition qu'on appelle modérée, il y en a quasiment 2 fois plus. Et quand c'est une dénutrition sévère, il y en a presque 3 fois à 4 fois plus d'infections. Et puis là, c'est le nombre d'infections. Ici, c'est la durée de séjour des malades non dénutris. Vous voyez, dans cet exemple-là, c'est tout malade confondu, c'est 63 000 hospitalisations. Donc, vous voyez que ça commence à faire un petit peu des chiffres sérieux. Vous voyez que la durée moyenne de séjour ici, chez les gens non dénutris, c'est 14 jours.
Quand ils sont dénutris modérés, c'est 17, et quand ils sont dénutris sévères, c'est presque 21 jours. Donc, vous voyez que la dénutrition, elle a des conséquences ici qui sont des conséquences de durée de séjour, donc par définition des conséquences de gravité, sinon ils seraient déjà sortis de l'hôpital. Évidemment, c'est un coût supplémentaire. Alors, c'est toute l'importance du dépistage. Alors là, je vous ai mis plusieurs dépistages, le dépistage de la tension, le dépistage du cancer du col de l'utérus pour la femme. Ça, c'est quelque chose de relativement systématique, de relativement bien fait. On peut toujours faire mieux, mais en tout cas, c'est des choses que vous connaissez. Et puis, il y a d'autres dépistages qui sont bien organisés. On sort, celui-là, c'est Octobre Rose, c'est pour sensibiliser les patientes au dépistage du cancer du sein. Ici, Movember, vous connaissez peut-être moins, mais c'est le dépistage du cancer de la prostate. Et puis ici, ce qu'ils appellent Mars Bleu, parce qu'il y avait Octobre Rose, donc la couleur et le mois étaient déjà pris. C'est pour le cancer du côlon. Donc tout ça pour vous dire que ces maladies graves, on organise un dépistage précoce, et nous on considère que la dénutrition, c'est aussi une maladie grave et qu'il faut organiser le dépistage. Mais ce dépistage, il n'a pas forcément besoin d'un médecin, il n'y a pas besoin d'examens compliqués, il n'y a pas besoin d'une fibroscopie, il n'y a pas besoin d'une radio du sein, il y a juste besoin de peser les malades. Et c'est tellement simple que c'est rageant qu'on ne le fasse pas. Alors, l'objectif de la semaine de la dénutrition, c'est un objectif qui a été proposé par la ministre dans le programme qu'on appelle le PNNS, qui est le Programme National Nutrition et Santé. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de prévenir la dénutrition, en particulier, mais pas exclusivement, chez les personnes âgées. Et il y a un certain nombre d'actions, il y en a 56 qui ont été listées par le ministère, et l'action 37, elle est de dire on va faire une semaine nationale de la dénutrition, et l'objectif c'est de sensibiliser tous les acteurs, les professionnels de santé et du secteur social, et donc c'est vous, à ce que c'est que la dénutrition et à sa prise en charge, et à sa prévention, notamment, on le verra tout à l'heure, mais je laisserai Agathe là-dessus parler, sur le fait que la première des choses pour manger, c'est d'avoir une mastication correcte. Ça ne veut pas dire toutes ses dents et avoir des bridges qui coûtent une fortune, mais ça veut dire pouvoir mastiquer et puis s'adapter au goût des patients, et ça, Jérôme en a parlé. Vous voyez que ça, c'est des choses qui paraissent très, très simples, mais qui sont fondamentales. Et donc, dans les EHPAD, mais c'est un peu la même chose aussi pour vous, voilà, là, il y avait promouvoir une charte nationale de l'alimentation. Je ne sais pas du tout si pour le portage de repas à domicile, vous entrez dans cette charte, et puis améliorer les formations initiales, et puis continue, on est dans cette affaire. Là, je vais sauter, c'est juste pour dire que la charte, au début, elle était surtout sur, on va dire, téléguidée ou télécommandée par le ministère de l'Agriculture. Et en fait, ils avaient un peu oublié des choses que je vous ai rappelées, c'est qu'il ne faut pas simplement diminuer le gâchis ou les pertes, il faut quand même qu'on apporte des calories suffisantes. On avait beaucoup alerté les pouvoirs publics, parce que notamment dans les hôpitaux, il n'y a pas toujours autant de calories que les gens imaginent, et parfois on nourrit pas assez les malades dans les hôpitaux, quand bien même ils ne mangent pas assez pour d'autres raisons. Et donc, la raison de ce webinaire, et qu'on va reproduire, c'est vraiment améliorer la formation initiale et continue des professionnels travaillant dans les établissements médico-sociaux. Donc, on est là pour vous expliquer, et on est surtout là pour répondre à vos questions, et puis éventuellement vous expliquer, si vous le souhaitez, comment on peut faire pour faire des actions dans le cadre de cette semaine qui essaye finalement de faire redescendre à travers vos réseaux l'existence de cette maladie, le fait que c'est une maladie fréquente, qui est grave, mais pour laquelle on a des traitements. Et je pense que Agathe en parlera des traitements, et puis on pourra revenir tout à l'heure là-dessus. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai d'autres diapos s'il y a des questions, mais voilà, je pense que comme une introduction un peu scolaire,
je pense que c'est suffisant. Voilà. Je vous remercie. Jérôme, on t'entend pas? Ah si. Voilà. Agathe, quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Bah, c'est une très belle introduction à ce que ça représente la dénutrition. Je crois que finalement, ça apparaît souvent comme un concept, une notion un peu complexe, en particulier le fait de pouvoir être sans muscles ou pas assez de muscles, disons plutôt, et beaucoup trop de gras. Beaucoup de personnes âgées qui bénéficient des soins à domicile peuvent être en surpoids. Et pour autant, vous les voyez marcher avec difficulté, avoir du mal à monter et descendre les escaliers. Et ces personnes-là, finalement, on voit qu'elles sont avec peu de muscles, elles ont une mauvaise fonction musculaire. Et ça, c'est un petit peu le risque pour les personnes âgées. C'est un témoin visible de la dénutrition. Après, les aides professionnelles à domicile et les livraisons de repas, par exemple, tous les interlocuteurs qui se rendent au domicile des personnes âgées peuvent participer au dépistage de la dénutrition parce que vous pouvez voir quelqu'un qui maigrit, vous pouvez aussi pour certains, ouvrir la porte du réfrigérateur et vous apercevoir que dans le réfrigérateur, soit il est vide, soit il y a des choses périmées, etc. Donc, ça ne descend pas. Quand on propose du portage des repas, c'est important de s'assurer du fait que le contenu des livraisons soit ouvert, soit consommé, demander si c'est apprécié. Après, on peut aussi voir des choses comme des vêtements qui sont trop grands, le cran d'une ceinture qui a été bougé. Il y a beaucoup de petits indicateurs. Après, il y a aussi une question très simple, c'est est-ce que vous avez bon appétit? Finalement, c'est un critère juste ouvert, ce qu'on appelle un critère subjectif, et pour autant, c'est extrêmement efficace pour savoir si les gens sont à risque de dénutrition ou pas. Si vous perdez l'appétit, si une personne âgée vous dit « Oh ben non, ben je mange comme d'habitude, non, non, ça va très bien, j'ai bon appétit », vous pouvez être quand même assez rassuré. Ça n'empêche pas de le peser régulièrement, mais c'est assez rassurant. Mais dès qu'une personne âgée vous dit bah, « voilà, j'ai un peu… non, j'ai pas trop d'appétit, vous savez, maintenant, se manger, ça me dit rien », bah, déjà, là, il faut absolument s'inquiéter et proposer justement une pesée régulière. Après, il y a tout ce qui concerne le dépistage, et ce dépistage, il peut être fait finalement par toutes les personnes qui interagissent avec les personnes aidées. Et puis, mais il faut signaler, il faut dire, bah, c'est pas normal de maigrir, il faut le dire à la personne elle-même, il faut le dire aussi à son entourage, pour qu'après, il puisse y avoir, d'une part, une information vis-à-vis du médecin généraliste, hein, c'est le premier interlocuteur, et puis après, des actions, d'essayer de discuter avec la personne elle-même, aider, comment faire pour manger mieux. Finalement, on ne peut pas… L'alimentation, c'est quelque chose de relativement intime, et on ne peut pas juste imposer une alimentation à une personne qui vit à domicile. C'est important de dire, ben voilà, nous, on s'inquiète un petit peu, vous avez perdu du poids, comment est-ce que vous pensez qu'on peut on peut améliorer ça? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? À quel moment de la journée vous avez faim? Est-ce que vous voulez des collations? Il n'y a pas d'aliment interdit. Et pour une personne qui est à risque de dénutrition, il faut arrêter de penser il faut manger 5 fruits et légumes par jour, des repas équilibrés, etc. Il faut essayer de manger suffisamment de calories pour fournir l'énergie nécessaire. Et donc, l'objectif, c'est vraiment le poids stable. Donc, ça, c'est quelque chose… Poids stable, garder un poids stable quand il est bon. Et quand on a maigri, reprendre du poids. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter avec la personne elle-même. Quand je suis en consultation, je dis à une personne, ben voilà, s'il fallait, moi je pense que ce serait mieux que vous repreniez un peu du poids, comment vous allez faire? Et donc, souvent, la personne réfléchit avec vous et dit, ben moi, ça me ferait plaisir ceci, ou ça, j'aime pas du tout, ou je mange à cette heure-ci, etc. Donc, ça, c'est des choses que tous les intervenants à domicile peuvent faire.
On peut prescrire des choses grasses. On peut, si on a envie d'une religieuse au chocolat, eh ben, c'est une religieuse au chocolat qu'il faut manger. Si on a envie de saucisson et de pâté, eh ben, c'est très bien aussi, ça contient des protéines. Et donc, souvent aussi, c'est important de rediscuter éventuellement avec le médecin qui l'a prescrit les régimes sans sel, sans gras, sans sucre. En fait, il n'y a pas beaucoup de raisons médicales de continuer à faire ces régimes-là, surtout quand on vieillit. Et on peut élargir les régimes pour pouvoir manger plus d'énergie. Après, comme disait Eric, c'est aussi important de manger des protéines. Et donc, on propose aux personnes vieillissantes de manger des aliments qui contiennent des protéines, comme viande, œufs, poisson, mais aussi des laitages, au moins 2 fois par jour. Donc, si le soir, c'est un petit repas, eh ben, il faut manger double portion de fromage, par exemple. Si le matin, il y a un petit appétit, ben, il faut faire une collation en milieu de matinée. Et donc, il ne faut pas avoir peur de proposer des prises alimentaires multiples, et puis surtout des aliments qui sont riches en énergie et qui sont riches en protéines. Globalement, ce qui est le message de cette semaine, c'est soyez sensibilisés à la thématique de la dénutrition, soyez vigilants sur le fait qu'une personne perde de l'appétit, perde du poids, sachez donner des conseils assez simples et surtout orientés vers le médecin généraliste ou vers un diététicien, une diététicienne, voire d'autres professionnels de santé qui connaissent la nutrition. Donc, je pense que c'est important qu'on réponde à vos questions sur ces éléments et que vous nous fassiez remonter un peu les difficultés en pratique quotidienne, en fait. Alors, peut-être première question, Agathe, si vous me permettez, était de connaître les boîtes à outils dont pourraient se munir, se servir les dirigeants de services d'aide à domicile pour sensibiliser dans un premier temps, peut-être via la formation interne, via des outils pratico-pratiques, les auxiliaires de vie à domicile, les auxiliaires de vie à domicile étant parfois les relais de cette politique inconsciemment, bien souvent. Alors, en fait, il y a plusieurs outils qui ont été proposés. Peut-être que le plus didactique, c'est déjà de pouvoir lire le flyer qui a été rédigé vraiment spécialement pour cette semaine de la dénutrition. Et dans ce flyer sont apportées les consignes les plus simples, les grandes lignes de réflexion autour du dépistage et d'une prise en charge de la dénutrition. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut s'occuper d'alimentation, mais il faut aussi s'occuper d'activité physique ou au moins d'une mobilisation. Si on veut garder ses muscles, eh ben, c'est sûr qu'il faut manger des protéines, mais aussi il faut les stimuler. Donc ça, c'est des choses qui sont par exemple dans le flyer. Lutter contre certaines idées fausses, comme c'est normal de maigrir, une personne âgée n'a pas besoin de protéines, etc. Donc déjà, dans cet outil-là, il y a un certain nombre de grandes recommandations pour essayer de s'organiser. Après, sur le site de la Semaine de la dénutrition, vous trouverez aussi des vidéos qui expliquent de différentes façons. Éric Fontaine a fait une vidéo sur la dénutrition, ce que c'est, qui est concerné, etc. Voilà le flyer que vous présente Jérôme. Donc ça, vous pouvez la voir. Est-ce que vous en avez commandé en papier, là, chez vous? On ne t'entend pas. Ah, voilà. Je disais que j'en ai, moi, à titre personnel, mais je ne suis pas sûr qu'au niveau de toutes les structures, non, c'était un peu l'objectif du séminaire, du webinaire, pour que tout le monde, pour que tout le monde en commande. Vous le trouverez sous format numérique sur la Semaine de la dénutrition. Donc, il y a des vidéos, il va y avoir un certain nombre de webinaires pendant la semaine de dénutrition. Donc, la semaine, ce sera à partir du 12 novembre. Il y a l'ouverture avec le ministre de la Santé le 12 au matin, et puis ça va s'accumuler un certain nombre de webinaires. Il y a énormément d'actions qui ont été inscrites à la semaine de la dénutrition, que vous verrez aussi sur le site, plus de 2200 actions répertoriées dans toute la France au niveau des hôpitaux, au niveau des EHPAD, au niveau des mutuelles, et probablement que près de chez vous, entre guillemets, il y aura
des actions, elles seront toutes relayées sur le site. Donc, en fait, la semaine de la dénutrition, initialement, elle devait proposer un certain nombre d'actions en physique, mais évidemment que confinement oblige et sécurité sanitaire oblige, il n'y a plus de rassemblement. Il n'y aura plus des grandes sessions dans les halls des hôpitaux, il ne peut plus y avoir d'ateliers dans les EHPAD. Par contre, tous les outils numérisés, ils sont mis en ligne sur le site de la semaine. Mais juste par rapport aux flyers, on en a imprimé de mémoire, je crois, 170 000. Ils ont déjà été distribués dans toute la France. Ce qui fait que moi qui m'y suis pris un peu tard pour Grenoble, je vais m'imprimer mes propres flyers. Donc si vous voulez le format en PDF haute définition, on l'a. Vous pouvez l'utiliser sous format vidéo, hein, bien sûr, mais si vous le voulez en format papier, malheureusement, on n'aura pas le temps de vous en retirer, de vous les livrer d'ici là, et que la chose la plus simple, c'est de l'imprimer vous-même si vous le souhaitez. En tout cas, il est téléchargeable, il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut juste que vous sachiez que il y a un logo officiel de la République française dessus et qu'il y a une charte de bon usage à lire et à respecter. Et pour faire très très simple, la charte elle est longue, mais en fait, pour faire très simple, il ne faut pas faire de publicité d'un produit avec ces outils qui sont des outils PNNS. Donc, c'est pour ça que les industriels qui fabriquent les produits de nutrition, comme les compléments nutritionnels oraux, malheureusement, ils n'ont pas eu le droit. Nous, on voulait, mais le ministère a refusé. Donc, il faut juste savoir que vous pouvez parfaitement l'utiliser, mais sur des actions qui n'ont pas de caractère publicitaire. Mais donc, quand vous avez déjà des patients chez vous, quand vous les suivez, leur donner cette information n'est pas quelque chose de publicitaire. Mais si vous allez dans la rue en disant « faites ça, puis venez chez moi », là, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut l'utiliser à bon escient. Enfin, voilà. Mais sinon, vous avez parfaitement tous les droits de les utiliser, sous réserve, que vous nous expliquiez ce que vous allez en faire et que vous n'en fassiez pas un usage commercial. Voilà. C'est juste le petit bémol, parce que le ministère était extrêmement sensible à ça. Et ça nous a posé beaucoup de problèmes. Je ne vous cache pas qu'on a essayé de simplifier les choses, mais que malheureusement, c'était comme ça et pas autrement. Voilà. Une question, Eric et Agathe. Est-ce que le MNA, le Mini Nutritional Assessment, qui est un petit questionnaire en 6 ou 7 questions, est un outil qui pourrait être utilisé par les auxiliaires de vie pour repérer de la dénutrition? Peut-être que je vais répondre. Alors, le Mini Nutritional Assessment, dans sa forme la plus courte, c'est 6 questions. Une sur l'appétit, une sur la perte de poids, une sur un événement stressant dans les 3 derniers mois. Donc ça, c'est des questions qui potentiellement pourraient être utilisées par tout le monde. Par contre, ils comportent des critères sur un syndrome dépressif ou des troubles de la mémoire qui relèvent un peu du diagnostic médical. Donc, c'est pas un outil, c'est un outil pour les professionnels, en fait, de santé qui peuvent avoir accès aux diagnostics médicaux. D'accord. Une aide-soignante Une aide-soignante, normalement, ce n'est pas son travail de faire ce genre de diagnostic. Par contre, les questions du MNA comme « est-ce que vous avez perdu du poids ? Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de stressant dans ces derniers 3 mois ? Par exemple, une hospitalisation, par exemple, une maladie qui vous a couché, par exemple, un deuil ?» Ça, c'est des questions qu'on peut poser. On s'aperçoit que finalement, une personne âgée qui va bien, à qui… finalement, qu'il n'y a pas de problème de santé particulier, c'est stable, etc., ou des pathologies chroniques qui n'ont pas d'impact sur leur vie quotidienne, ils ne maigrissent pas, ils vont bien. En fait, c'est au moment où vont surgir des événements intercurrents, des épisodes médicaux aigus, des opérations, des hospitalisations, des deuils, quelque chose comme ça, ou même un déménagement ou une institutionnalisation. C'est à ces moments-là que le risque de dénutrition est important. Ouais, moi, je voudrais… Donc, certains items du MNA peuvent être utilisés. Ouais. Vas-y, pardon.
Jérôme, moi je pense que en fait le MNA il est fait pour des gens comme nous qui rencontrons une fois de temps en temps des patients. Donc il faut refaire l'histoire. Vous en fait vous êtes l'histoire de ce patient et que finalement la chose la plus simple c'est de le peser. Et vous avez vous-même la démonstration s'il perd du poids qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand on veut le faire en une fois, en une photographie, c'est un peu compliqué et il faut les items du MNA, mais il y a beaucoup plus simple. Comme c'est des gens que vous suivez sur le long cours, pesez-les et rien qu'en faisant ça, vous allez dépister des choses. Donc c'est vraiment quelque chose de super simple, sous réserve évidemment d'avoir un pèse-personne à la maison, de l'utiliser et encore une fois de bien noter le poids. Il ne faut pas laisser aujourd'hui combien vous faites, je ne me souviens plus. Il faut vraiment que les gens aient un petit carnet et qu'ils disent voilà, Monsieur Dupont, 7 ans, Madame Durand, 7 ans. Enfin, ouais, mais c'est quand même quelque chose de très très simple. Pour rebondir là-dessus, en fait, on fait bien des courbes de poids chez les enfants. On surveille régulièrement. On devrait faire la même chose chez les personnes qui commencent à vieillir à partir de 65-70 ans. Jérôme, tu souhaitais rebondir, non? Non, 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 peut-être basé sur les. J'ai pas suivi les. Je vais suivre, mais c'est des retours qui ne sont pas des questions, mais plutôt des retours d'expérience qui pourraient certainement être labellisés, et peut-être que Eric et Agathe pourront nous répondre, mais des structures de portage de repas qui sensibiliseraient les personnes âgées qui sont accompagnées via le portage de repas ou leurs aidants, via les outils mis à disposition par le collectif ou des services d'aide à domicile qui, via leurs auxiliaires de vie à domicile, transmettraient l'information, sensibiliseraient aussi bien la personne âgée que son entourage, c'est-à-dire les aidants. Est-ce que ce serait potentiellement des actions qui, cette année, avec des délais très très courts, mais l'an prochain, on espère une semaine de la dénutrition avec peut-être plus d'acteurs d'aide et d'accompagnement à domicile mobilisés parce que plus sensibilisés. Est-ce que ça serait des actions qui pourraient être valorisées, labellisées dans le cadre de la semaine de la lutte contre la dénutrition? Oui, très certainement. Nous, on avait prévu des choses en présentiel dans les hôpitaux. Compte tenu des contraintes que vous imaginez, on n'a plus le droit de faire des stands pour discuter avec les gens. Et on va, entre guillemets, se contenter de distribuer des flyers au personnel et aux patients. Et ça, c'est labellisé. Donc, vous, le simple fait de dire j'ai des flyers et je les distribue, et comme ça permet éventuellement d'expliquer aux gens, aux aidants, à la famille ou aux patients ce que c'est que la dénutrition. La simple distribution de flyers dans vos réseaux est une action qui est labellisable et qu'il faut labelliser. Le seul problème, c'est qu'on s'y prend un tout petit peu tard, comme je vous ai dit, et qu'on ne pourra pas vous fournir les flyers. Voilà. En dehors de ça, c'est quelque chose de parfaitement labellisable. Ça vous oblige juste à les imprimer, à les distribuer, mais vous les imprimez, vous les distribuez, c'est une action labellisable, donc il faut nous le dire. Comme ça, nous, on enrichit encore la carte de France en disant, voilà, il faut juste nous dire quelle structure, j'imagine que vous êtes un petit peu, je dirais, éparpillés sur toute la France, donc ceux qui veulent le faire, s'inscrivent et à ce moment-là, paf, on l'enregistrera sur notre carte de France comme une action de sensibilisation. Alors, encore une fois, on est bien d'accord que ça se fait dans l'urgence, et donc à l'impossible, nul n'est tenu, mais tout ce qui peut être fait, eh ben, c'est super et on vous remercie d'avance. J'ai une question de Guillaume Lénard. Je vais vous la lire. Les situations de dénutrition que j'ai rencontrées étaient souvent dues, au-delà de la qualité des repas qui doivent donner envie dans les saveurs et dans la présentation, à la solitude et au manque de rythme et d'horaire encadrant la journée. Avez-vous des pistes de réflexion pour donner envie au maximum aux gens de se nutrir plus régulièrement? Alors, il n'y a pas de solution miracle pour lutter contre l'isolement, surtout maintenant en période de confinement. Euh, il y a un certain nombre de personnes âgées qui sont seules. Quelquefois, c'est le fait des événements de vie, etc. Donc, pour autant, maintenant, ils sont aussi familiarisés avec les outils. Et c'est vrai que être accompagné même sur WhatsApp, sur son téléphone au moment des repas,
c'est important. La visite des auxiliaires de vie au moment des repas, c'est aussi quelque chose d'important pour au moins démarrer le repas avec la personne, préparer le repas avec la personne. Ou rythmer, quelquefois certaines personnes âgées rythment leur repas avec des émissions de télé, ce qui fait qu'ils sont d'une certaine manière en présence d'autres à ce moment-là. Évidemment que c'est plus agréable pour tout le monde de manger avec sa famille ou avec ses amis plutôt que tout seul. Mais voilà. Après, il y a des personnes âgées qui vont au restaurant régulièrement. Il y en a qui vont dans les restaurations collectives des EHPAD alors qu'ils vivent à domicile. Vous voyez qu'il y a quand même aussi des solutions pour ne pas être seul au moment du repas. Alors, une dernière, parce que je vois que l'heure tourne et le format d'une heure est assez propice et très très court d'ailleurs, et peut-être trop court. Je vous propose une dernière réflexion, en tout cas une dernière question de Fabien, dont le service d'aide à domicile accompagne beaucoup de personnes en fin de vie en lien avec le HAD. Et souvent, les personnes sont nutries par compléments alimentaires et les auxiliaires de vie sont parfois très démunis pour les stimuler, les solliciter sur d'autres formes d'aliments. Et c'est un peu le sens de la question, comment faciliter aussi le travail des auxiliaires de vie pour rendre le quotidien alimentaire des personnes en fin de vie plus confortable ou plus dynamique, si je peux m'exprimer ainsi. Je réponds. Oui. Après, j'entends bien cette question. Je pense que dans les situations de fin de vie, quand l'alimentation ne va pas modifier le côté médical de l'affaire, l'important, c'est vraiment d'éprouver du plaisir à s'alimenter, que ce soit un moment potentiellement d'échange, que ce soit un moment agréable. Et dans ces cas-là, le plus important, finalement, c'est d'avoir une bouche propre. Parce que quand on a une bouche en mauvais état, finalement, l'alimentation n'a pas beaucoup de goût, c'est difficile de s'alimenter. Il ne faut pas non plus forcer une personne qui est en soins palliatifs à manger alors qu'elle n'a pas du tout envie. Il faut le faire au mieux pour rassembler les conditions pour que l'alimentation soit agréable. Et puis, on ne peut pas aller plus loin. Après, ça dépend de ce qu'on appelle soins palliatifs. Disons que si l'espérance de vie est vraiment courte, il faut aussi savoir que la nutrition, elle n'a pas à ce moment-là le même objectif que dans des situations où on est en train de guérir d'une maladie. Oui. Je le redis d'une autre manière. Quand les carottes sont cuites, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc, souvent, on utilise les compléments dans cette situation-là plus pour tranquilliser les soignants et l'entourage, de dire on fait quelque chose, mais objectivement, on se cache derrière son petit doigt. Quand il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne idée d'utiliser les compléments nutritionnels oraux à ce moment-là, parce que ça ne sert à rien. Alors qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser bien en amont. Vous avez bien compris ce qui nous intéresse, nous, parce que c'est là où on peut être efficace, c'est le dépistage précoce dans des maladies où il y a une grande espérance de vie, parce que c'est là où c'est utile. À la fin, on va tous mourir. Et donc, quand on est dans cette situation-là, c'est plus le médecin qu'il faut appeler, c'est le médecin des âmes, et nous, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager une conclusion qui serait sauf prescription médicale, quand la fin approche, on se fait plaisir, ou en tout cas, on essaye tout ce que l'on veut? On se fait plaisir tout le temps, hein, même quand ce n'est pas la fin. Hein. Je pense que c'est important. Manger, ça doit être un plaisir. Et il y a des moments où il faut un petit peu se donner les moyens de manger plus parce qu'on pense qu'on peut améliorer vraiment les choses et aider une personne à se sortir d'une maladie, gagner, etc. Et en effet, quand les carottes sont cuites, ce n'est pas la peine. Mais je pense que ce qui est important, c'est peut-être justement de ne pas finir avec la fin de vie, même si c'est un sujet important, mais justement revenir en avant sur la prévention, le dépistage précoce, avant que la dénutrition finalement accompagne une situation trop tardive.
Non, je crois que le plaisir et le lien social sont des choses essentielles pour favoriser l'appétit, donc prévenir la dénutrition. Et puis, je crois qu'il y a une chose que je tiens de vous deux, c'est que passé 70-75 ans, quand une dénutrition avérée est présente, c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc, il ne faut surtout pas en arriver là. Et il faut avoir mis tout en place avant. Et finalement, il y a quand même tout un certain nombre de panels de choses qui sont relativement simples, peu coûteuses et qui peuvent favoriser un maintien à domicile, voilà, parce que la conséquence de la dénutrition, c'est une plongée vers la dépendance et une dépendance très forte et très rapide. Et lutter contre ça, c'est lutter contre la dépendance et permettre l'autonomie des gens. Tout à fait. Bah, écoutez, Jérôme, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Tu as été l'initiateur de ce partenariat et de ce webinaire. J'ai bien envie de te laisser le mot de la fin. Je dirais que ça me plaisait, j'en avais très envie parce que j'avais eu la chance de bénéficier des conseils d'Agathe Reynaud-Simon et d'Éric Fontaine très régulièrement. Julien, tu as été un partenaire de tout premier ordre pour nous aider là-dedans. Si on arrive à sensibiliser toutes les structures, que ce soit les SAD, les structures de portage de repas à domicile de la fédération, c'est-à-dire plus de 3000 structures, et de rejoindre ce beau combat, j'en serais très très heureux. Donc là, on était un nombre minimum. La vidéo va être diffusée. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses. Et voilà. Il y avait juste une question qui a été posée, c'est si on pouvait avoir Eric, comment ça s'appelle, les quelques slides que tu nous as passés, de façon à les rediffuser éventuellement aux participants, si c'est possible. J'imagine que si c'est enregistré, oui, c'est exact. Mais si vous avez besoin du format PowerPoint, il n'y a aucun problème, hein, je vous l'envoie. Comme il y a des photos, c'est lourd, donc je vous ferai un WeTransfer. Hein, donc, si vous avez besoin, je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, un très grand merci à vous. Merci pour votre temps, parce que je sais qu'il est très compté en cette période de semaine de la dénutrition. Voilà, merci. J'espère que les participants ont été contents et satisfaits de ça. Je vois qu'il y a encore quelques petites choses, mais voilà. Il y a des remerciements, visiblement. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Sur les réseaux sociaux donc pour le revisionnage. Merci encore une fois à Agathe et Eric. Merci pour votre disponibilité. Avec plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.